Bonjour, bon réveil, vous regardez le 7-9 de Média TV, heureuse d'être avec vous au programme 2 heures d'information continue. On commence avec le journal au sommaire de cette édition. 2 projets d'envergure à Casablanca. Hier, le roi Mohamed VI a donné le coup d'envoi des travaux d'un super collecteur dont l'objectif est de protéger la ville contre les crues de l'oued Bouskoura. Par ailleurs, le souverain a inauguré la rocade sud-ouest qui devrait permettre de désengorger la ville et améliorer la sécurité routière. Coût de ces grands projets, 1,1 milliard de dirhams. À quelques jours de l'Aïd el-Adha, l'achat du mouton est le sujet qui domine les discussions cette année. Les prix sont élevés. Un mouton ordinaire coûte environ entre 2200 et 3800 dirhams. Pour les éleveurs, plusieurs facteurs contribuent à cette flambée des prix, notamment la hausse des coûts de l'élevage. En Syrie, l'État islamique progresse et se trouve désormais aux portes de Kobané, ville kurde stratégique non loin de la frontière turque. Les forces kurdes ont lancé une offensive contre les djihadistes appuyée par la coalition internationale, la coalition que la Turquie devrait rejoindre aujourd'hui. On commence ce journal avec ces nouveaux projets à Casablanca qui devraient permettre d'améliorer le cadre de vie des habitants. Hier, le roi Mohamed VI a lancé un grand chantier, celui du super collecteur pour protéger la ville des crues de l'oued Bouskoura. Il a ensuite inauguré la rocade sud-ouest. Les détails avec Amina Benralek. Des projets pour améliorer le développement urbain de Casablanca. Le roi Mohamed VI a d'abord lancé les travaux de construction d'un super collecteur. Sa fonction sera d'évacuer les crues de l'oued Bouskoura vers la mer. Le premier tronçon prendra source à l'amont de la route d'El Jadida. Ce sera un canal à ciel ouvert long de 3 km. Il sera conçu pour s'adapter à la morphologie du lit naturel de l'oued Bouskoura. Au-delà de ce canal et jusqu'au débouché du super collecteur ouest en mer, il y aura notamment une galerie en tunnel souterrain. Le chantier sera fini dans 3 ans. Le roi Mohamed VI a aussi inauguré la rocade sud-ouest de Casablanca. Objectif, améliorer le trafic routier et la sécurité. Cette rocade va favoriser l'accès à 3 autoroutes, Casablanca-El Jadida, Casablanca-Marrakech et Casablanca-Rabat. Le projet a mis en place une voie express sur plus de 8 km. Il a aménagé par exemple 2 échangeurs et 2 carrefours giratoires dans plusieurs intersections. Cette rocade est le fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique, la région du Grand Casablanca et la commune urbaine. Les 2 projets font partie du plan de développement de la région du Grand Casablanca 2015-2020 lancé la semaine dernière par le roi Mohamed VI. L'objectif est d'améliorer le cadre de vie des habitants de la région et de faire de Casablanca un hub financier international. On reste au Maroc où on célébrera dimanche l'Aïd el-Adha. L'heure est aux préparatifs. Les Marocains se rendent en masse au souk pour acheter le mouton du sacrifice. Mais ils se plaignent des prix qui seraient trop élevés. Le reportage de Raja Fadli et Kamel Rounaim sur un récit de Manal El-Ardari. Ce souk de moutons est en pleine effervescence depuis quelques jours. De nombreux consommateurs se préparent pour le jour J. Le temps presse et ne laisse pas le choix à ceux qui attendent une éventuelle baisse des prix. Ici, les prix varient en gros entre 2000 et 4000 dirhams. Des sommes jugées raisonnables par les éleveurs. Les prix sont raisonnables et la qualité des moutons est incontestable. Les prix arrangent tout le monde, le consommateur et l'éleveur. L'élevage de moutons nous coûte très cher à cause de la hausse des prix du fourrage. Ces moutons sont de bonne qualité, mais celui-là, par exemple, coûte 3700 dirhams. Le fourrage est disponible dans les marchés, mais il coûte très cher. L'éleveur galère, il s'en sort difficilement. Si les éleveurs sont satisfaits, de nombreux consommateurs ont du mal à débourser les 2000 dirhams, voire plus, pour le mouton de Eid al-Adha. La fête du sacrifice qui coïncide cette année avec la rentrée scolaire pousse des familles à prendre des crédits pour contenter leurs enfants. Ils disent que les prix sont raisonnables, mais ce n'est pas le cas. Les vendeurs demandent 2500, 3000 dirhams, voire plus. Les familles modestes auront du mal à acheter leurs moutons. Il y a des gens qui vendent leurs biens pour avoir le mouton.
Ils prennent 4 ou 5 crédits pour accomplir la sunna et faire plaisir aux enfants. Cette année, le marché national est suffisamment approvisionné. 7 millions de têtes, toutes races confondues, sont disponibles. Pour acheter le mouton, il n'y a pas que des souks traditionnels. Internet est devenu un moyen rapide et pratique pour attirer une nouvelle catégorie de clients. Le Maroc lutte contre le terrorisme de manière innovante et efficace. Ce sont les conclusions qui sont ressorties d'une réunion de haut niveau à New York en présence de hauts responsables de l'ONU et de membres du Conseil de sécurité. Des ministres subsahariens et des chercheurs ont décortiqué la stratégie marocaine présentée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufik. Amina Benralek. Que fait le Maroc pour lutter contre l'extrémisme religieux ? La question s'est posée à New York. Pour y répondre, Ahmed Toufik à la tribune du Conseil de sécurité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, le ministre des Habous et des Affaires islamiques a parlé des valeurs du vrai islam, la tolérance, le dialogue et la cohabitation. La question de cohabitation avec les musulmans et le rapport avec la politique se pose beaucoup. Je pense que le Maroc offre un modèle en la matière. Ce modèle a été analysé à maintes reprises. Il faut encore travailler dessus et l'approfondir. Le roi Mohamed VI accorde une grande place à la lutte antiterroriste, une lutte qui se fait aussi au-delà des frontières marocaines avec les pays subsahariens, à travers la formation et l'éducation, et ce n'est que le début du travail. Donc il faut bien partir de quelque part, il faut bien former des jeunes, il faut bien former des imams qui réellement, comment dirais-je, donnent le ton. C'est pourquoi le Maroc a tendu la main au Mali en assurant la formation de ses imams, une expérience qui a fait la différence dans le pays. C'est ce qu'a expliqué le ministre malien des Affaires religieuses. C'est une formation qui est venue à point nommé. Nous étions dans une situation de vide du champ religieux au Mali. Et où quelques leaders qui étaient là ou quelques responsables des formations sur l'état de la scolastique étaient généralement d'un certain incultisme religieux. Alors, et donc le Maroc vient comme pour donc combler ce vide et le faisant bien, nous donne 500 imams. 500 imams maliens formés par le royaume. La formation a porté sur des thèmes comme la jurisprudence malikite, la tâche de l'imam ou encore les principes du soufisme. En Turquie à présent, le Parlement devrait adopter aujourd'hui un texte autorisant le gouvernement à rejoindre la coalition internationale qui lutte contre l'État islamique. Une cinquantaine de pays prennent part à cette coalition à des degrés différents. Jusqu'à présent, le président turc Recep Tayyip Erdogan était hostile à une participation, mais il a amorcé un revirement après la libération le 20 septembre dernier de 46 de ses ressortissants retenus en otage par le groupe djihadiste. Hier, lors d'un discours devant le Parlement, Erdogan a estimé que rester spectateur des événements en cours dans les pays voisins reviendrait à trahir l'histoire. Le texte qui devrait donc être voté aujourd'hui prévoit la possibilité de conduire des opérations militaires en Irak et en Syrie, ainsi que le stationnement ou le passage en Turquie de soldats étrangers. Ankara devrait également ouvrir son espace aérien aux avions de la coalition. Et sur le terrain, les combats font rage à la frontière turque en Syrie, appuyés par les raids de la coalition internationale. Les combattants kurdes défendent avec acharnement la ville de Kobané. Les djihadistes de l'État islamique sont à seulement 3 km de cette ville clé, dont la prise leur permettrait de contrôler sans discontinuité une longue bande de territoire le long de la frontière turque. Des avions de chasse et des drones américains ont mené hier 3 frappes pendant que Daesh bombarde la ville au mortier. Et puis, toujours au chapitre des violences en Syrie, un double attentat hier devant une école de Homs a fait 48 morts, dont 41 enfants âgés de 6 à 9 ans. Et autre terrain de bataille en Ukraine, entre l'armée régulière et les rebelles pro-russes. Là-bas, une école a également été prise pour cible. Des obus se sont abattus dans la cour de récréation alors que l'établissement venait de rouvrir ses portes pour la rentrée. Et un tir de roquette a été lancé sur un arrêt de bus.
Il n'y a pas de victimes parmi les enfants, mais on dénombre 10 morts. C'est le bilan le plus lourd pour les civils en un mois de cessez-le-feu théorique. Au chapitre diplomatique, une rencontre entre Barack Obama et Benyamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Rencontre assombrie par la question des logements à Jérusalem-Est. Washington a vivement condamné le projet de construire 2600 nouveaux logements dans la zone annexée, estimant que cette décision pourrait empoisonner l'atmosphère avec les Palestiniens et plus généralement les gouvernements arabes. C'était le premier face-à-face entre le président américain et le premier ministre israélien depuis la dernière guerre à Gaza qui a fait, rappelons-le, plus de 2100 morts côté palestinien, 70 côté israélien. Barack Obama a jugé urgent hier de faire évoluer le statu quo entre l'État hébreu et le Hamas. Et puis on reste aux États-Unis, touché par un vent de panique depuis la découverte d'un premier malade d'Ebola. Le malade revenait du Libéria, il est aujourd'hui en isolement, mais on a découvert qu'il s'était rendu à l'hôpital la semaine dernière. Il n'a été hospitalisé que 4 jours après sa visite aux urgences. Il a d'abord été renvoyé chez lui avec des antibiotiques. Des enfants auraient été à son contact, des enfants qui sont actuellement sous étroite surveillance médicale. Des troubles politiques à Hong Kong. Depuis le week-end dernier, des manifestants exigent l'instauration du suffrage universel en 2017. Mais Pékin entend déterminer qui pourra être candidat à la tête de l'exécutif de Hong Kong. La contestation démocratique tourne à l'affrontement depuis quelques jours. Et les violences du week-end ont redonné du souffle au mouvement. Les États-Unis disent suivre de près la situation, mais le chef de la diplomatie chinoise en visite à Washington a déclaré hier que la crise de Hong Kong relevait des affaires intérieures de la Chine. Au Mexique, la police vient d'arrêter l'un des barons de la drogue les plus recherchés, Héctor Beltrán Leiva, chef d'un puissant cartel de drogue. Il a été interpellé alors qu'il était dans un restaurant de fruits de mer dans une ville touristique du centre du Mexique. Le gouvernement mexicain offrait plus de 2 millions de dollars et celui des États-Unis 5 millions de dollars pour des informations contribuant à sa capture. L'enquête de la police aura duré 11 mois. On termine ce journal en Alaska où le réchauffement climatique fait de graves dégâts. 35 000 morts se sont échoués sur une plage à cause de la fonte des glaces de l'Arctique. Ce chiffre provient de l'Institut américain de géophysique qui a procédé par observation aérienne. Les experts ne savent pas encore si cela aura un impact sur la mortalité des morses, mais déjà on estime que les bébés morses sont plus fragiles sur la terre ferme que sur la banquise. Il a aussi été remarqué par les chercheurs que davantage d'ours bruns étaient présents dans la zone et que des baleines grises présentes jusque dans les années 90 avaient disparu. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous propose maintenant d'aller voir ce qui se passe dans le pays de l'un de nos correspondants dans le monde. On part maintenant dans les territoires palestiniens pour retrouver Nicolas Repère, notre correspondant à Ramallah. Bonjour Nicolas. Bonjour Alison, bonjour à tous. Alors les regards dans la région étaient tournés ces derniers jours vers New York où se tenait l'Assemblée générale des Nations unies. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, s'est exprimé. Oui, Mahmoud Abbas s'est lancé dans une violente diatribe, notamment après la guerre à Gaza dont on a eu l'occasion de parler. 50 jours de guerre menée par Israël contre l'enclave palestinienne qui a fait plus de 2100 morts. Mahmoud Abbas a qualifié cet acte de guerre de génocide. C'est donc des mots très durs qu'il a utilisés. Il a accusé Israël. Il a aussi parlé des pourparlers de paix qui sont au point mort. Et selon le président de l'autorité palestinienne, il est impossible aujourd'hui d'imaginer une reprise des négociations. C'est donc un processus bloqué. Mahmoud Abbas a appelé l'Union et l'UE et l'ONU et toutes les institutions internationales ainsi que la communauté internationale dans son ensemble à rejoindre la Palestine dans son combat pour un État. Et Mahmoud Abbas a menacé que si la fin de l'occupation israélienne dans la Cisjordanie et pour la libération de Gaza n'était pas décidée dans les 3 ans à venir, il saisirait la CPI afin de
mener une plainte contre Israël, contre les crimes de guerre commis cet été à Gaza. Et comme une réponse au président palestinien, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui aussi pris la parole devant l'ONU. Oui, en fait, c'était en quelque sorte une réponse qui était intervenue plusieurs jours après le discours de Mahmoud Abbas. Benjamin Netanyahou s'est exprimé. Il a aussi utilisé des mots très durs pour contrer Mahmoud Abbas. Selon lui, il n'y a évidemment pas eu de crime de guerre à Gaza. Israël n'a fait que se défendre. Mais il a aussi expliqué que Israël était finalement pour lui en train de combattre un islamisme terroriste. Il a fait des parallèles entre Daesh et le Hamas qui gère la bande de Gaza. Mais le point le plus intéressant peut-être qui repasse sur ces pourparlers de paix, c'est que Benjamin Netanyahou n'a pas cité le nom de Mahmoud Abbas. Il a annoncé qu'il aimerait discuter avec tous les pays arabes afin de trouver une solution au conflit israélo-palestinien, une solution qui paraît étonnante, voire impossible. Il a en tout cas fait cette proposition, on verra ce qui en suivra après. Et puis Nicolas, on a appris le week-end dernier qu'un accord concernant le retour du gouvernement à Gaza avait été signé entre le Hamas et le Fatah. Est-ce que cela signifie, Nicolas, que la reconstruction va pouvoir enfin débuter ? Eh bien, c'est ce qu'espèrent tous les Gazaouis. L'autorité palestinienne devrait pouvoir se réimplanter. Des policiers de l'autorité palestinienne devraient pouvoir rentrer à Gaza afin d'assurer la sécurité, de reprendre en quelque sorte cette mission au Hamas qui le faisait depuis 2007 et depuis sa prise du pouvoir dans l'enclave palestinienne. Les frontières devraient aussi être contrôlées par l'autorité palestinienne. C'est donc toutes ces discussions qui ont abouti finalement, après plusieurs longues semaines de discussion, de tractation pour permettre cette reconstruction de Gaza. Il y a plus de 40 000 maisons qui sont détruites, plus de 10 000 infrastructures. La seconde partie des discussions se déroule maintenant entre Palestiniens et Israël afin de voir comment cette reconstruction sera possible. Israël, qui contrôle les frontières, pour le moment ne veut pas laisser passer quelconque matériaux de reconstruction, de crainte que ces matériaux soient détournés. Donc ces discussions indirectes vont reprendre dans les jours qui viennent. On parle peut-être d'aujourd'hui même pour enfin commencer cette reconstruction à Gaza plus d'un mois après la fin de l'offensive israélienne. On termine, Nicolas, avec une décision qui inquiète les Palestiniens habitant autour du monastère chrétien de Crémizan. Les autorités israéliennes doivent officialiser le tracé du mur à cet endroit. Oui, en fait, c'est une longue histoire, un long combat des habitants sur place avec l'Église. Crémizan est un monastère vieux de 150 ans, situé à côté de la ville de Bethléem, en Palestine. Mais au milieu de l'été, une décision de la Cour suprême israélienne a été validée et elle indiquait que le tracé du mur prévu par les Israéliens était caduc. Il fallait donc refaire un tracé. C'est ce qu'a tout de suite fait le ministère israélien de la Défense. Ce nouveau tracé inquiète, si ce n'est tout autant, peut-être encore plus les Palestiniens et les habitants sur place. Les mobilisations se continuent. Cette vallée verdoyante, magnifique, historique, risque d'être menacée, d'être découpée par le mur israélien en construction. Il est construit aujourd'hui à plus de 75%, ce mur, entre la Cisjordanie et Israël. Le pape a été saisi, les églises locales continuent à se mobiliser et j'ai pu assister à une messe vendredi dernier à ce propos pour précisément montrer l'union des habitants contre ce mur israélien. Nicolas Repère en direct de Ramallah, très bientôt sur Média TV. Tout de suite, je vous propose d'aller lire les journaux. Taoufik Nasseri a sélectionné pour vous les articles les plus marquants de ce matin. Les chiffres de la croissance ou les relations Maroc-Afrique, c'est dans la revue de presse.